J'étais longtemps coincé au fond de moi, puis à réagir au lieu d'agir. Puis j'ai toujours eu besoin, je pense, de ce sentiment de liberté. Ce que j'aime de la moto, c'est que je m'en vais où je veux, quand je veux. Je sais pas où ce que je m'en vais, je sais pas à quelle heure je reviens, mais je m'évade avec ça, je me sens libre. J'ai vécu une relation très difficile avec une copine de 18 à 21 ans environ. Puis ça a été la relation l'élément déclencheur vraiment qu'il a fallu que je me prenne en main. Je me souviens d'une chicane où ça a brassé, là, vraiment. On s'était chicané assez intense. Là, elle a dit, là, c'est fini, je m'en vais, puis... tu sais, la guerre de paroles a commencé, puis là, ben... Quand elle me dit je vais partir avec le chat, là, c'est comme si elle m'avait dit je vais partir avec les enfants. Pour quelqu'un qui a des enfants, là, c'est comme si elle avait trouvé le bobo pour me rentrer dedans. Puis, tu sais, qui allait faire mal, là, j'ai sauté les plombs. Je l'ai pogné par les bras, je l'ai pitché sur le lit, puis je l'ai étranglé, là. Tu sais, je l'ai étranglé, puis j'ai dit, je vais te tuer, ma tabarnak. Puis je le pensais, là, je l'aurais fait. Je sais pas qu'est-ce qui m'a arrêté cette journée-là pour... Il y a un ange qui est au-dessus de moi, mais j'ai vraiment su c'était quoi quelqu'un qui voulait tuer quelqu'un. Je l'ai ressenti, puis jamais j'oublierai ça, là. J'étais plus capable de me regarder dans le miroir. Je me levais le matin, puis je me trouvais pas beau, je me trouvais laid, je me trouvais méchant, je me trouvais... Je savais plus quoi faire, là. Je savais plus quoi faire. C'était soit que j'appelais KO, le centre d'aide pour hommes de la Naudière, ou soit que je me pendais. Ça a été au début verbal avec ma blonde, après ça a été physique avec ma blonde, après ça a été la même chose verbal avec les enfants au début, puis après ça physique avec les enfants, les objets, les animaux. Quand je suis encore au lit, tout y passe. Oui, un homme peut changer et ne plus jamais réutiliser de comportement violent. De toute manière, moi, en plus de 17 ans de pratique, j'ai jamais rencontré un seul homme qui était fier de lui d'utiliser des comportements violents. Mais souvent, il ne sait pas quoi faire autrement ou comment faire autrement. Et de là, l'importance de l'aide. Les 3 premières rencontres, là, pour moi, là, moi, j'ai pas d'affaire ça. Mais pas un hostie de minute. Puis à un moment donné, à force, des intervenants comme Daniel, David, ont essayé de me faire trouver pourquoi j'agissais de telle ou telle façon. Je ne savais pas. Il y a des hommes, à peu près 1 sur 3, qui prend conscience qu'il a des comportements violents et il a souvent tenté par lui-même de régler la situation, mais il n'y arrive pas et il fait le pas de demander de l'aide. Il y en a entre 20 et 25 qui ont une contrainte légale, donc une ordonnance d'un juge ou référée par un agent de probation ou par la DPJ. Et les autres, qui sont les plus nombreux, eux nous arrivent avec une contrainte non légale. Ce que c'est, en résumé, généralement, c'est un ultimatum de leur conjointe qui dit « Tu fais quelque chose pour tes comportements violents ou je te quitte ». C'est sûr qu'il y a encore du travail à faire connaître les organismes qui viennent en aide aux hommes violents et aussi face aux préjugés, en guillemets, là, bien sûr, que les hommes ne changent pas. Il y a quand même, c'est quand même tenace, ce préjugé-là. Et je pense que c'est important d'en parler pour dire que oui, il y a des hommes qui ne changent pas, mais il y a aussi des facteurs de protection, un travail psychologique à faire avec cette clientèle-là pour les aider et qu'ils puissent autant changer et arrêter leur comportement violent, mais aussi pour le bénéfice des femmes et des familles et des enfants. J'ai décidé d'arrêter de prendre de la drogue, puis ça camouflait mes émotions. Puis quand j'ai arrêté de prendre la drogue, mes émotions sortaient, fait que je suis devenu violent avec mon garçon. Puis une année, j'en pouvais plus. Le premier organisme d'aide aux hommes au Québec, ça remonte à 1982 et c'est à Montréal. Ce qui a changé dans notre manière de venir en aide aux hommes, c'est comment on se positionne face aux hommes. Je vous fais une histoire courte, mais en 1982, et les intervenants de l'époque en ont témoigné beaucoup, ils avaient peur des hommes
qui avaient des comportements violents. La seule intervention consistait à leur faire avouer qu'ils avaient des comportements violents et les forcer à changer ces comportements-là, ce qui a été un échec à peu près total. Et quand le constat a été fait que ça ne marchait pas, alors, ils n'ont pas dit « on va arrêter d'aider des hommes », ils se sont dit « on va se remettre nous en question ». Peut-être bien qu'on ne les aborde pas de la bonne manière. Mettons, c'est sûr, moi, j'ai tout le temps... j'ai comme réalisé beaucoup que dans les derniers mois, que moi, c'était tout le temps le rejet, un peu l'abandon qui me faisait vivre l'agressivité, la colère, la rage. On s'est mis à aborder les hommes en tentant de saisir ce qu'ils vivaient et de comprendre ce à quoi ils faisaient face pour être en mesure de les accompagner dans ce processus de changement-là. Je vivais beaucoup de culpabilité, de remords. Je me dis, pourquoi j'ai fait ça? Voyons donc, ça n'a pas de sens, ça devrait pas agir comme ça. Puis là, c'était la confiance qui était déjà basse. Là, je me remettais à taper sur le clou encore. Puis là, c'était... Plus ça allait, plus je me sentais comme la merde, plus la violence continuait, l'insécurité, là, quand est-ce qu'elle va me laisser, quand est-ce que... C'est sûr qu'elle restera pas qu'un gars de même, puis... Fait que là, t'es encore plus jaloux, t'es encore plus possessif, tu surveilles encore plus. Je surveillais encore plus ce qu'elle faisait, qui la voyait, qui parlait. Ces hommes-là sont particulièrement sensibles à l'abandon, à la trahison, la peur aussi de se faire tromper. Et pour pas sentir cette angoisse, cette peur, ils vont contrôler l'autre, pensant que par le contrôle, ça va enlever, si on veut, l'angoisse sous-jacente, l'angoisse en dessous du contrôle. Le programme de base qu'on propose, c'est de 21 rencontres en groupe, donc de 5 mois et demi, parce qu'on croit que c'est une démarche qui ne peut pas se faire d'un seul coup. C'est des changements trop en profondeur. Et c'est après 5 mois et demi qu'on croit sincèrement qu'un participant peut choisir de se remettre vraiment en question dans sa manière d'être en relation avec son entourage. Mes premières journées de thérapie à KO, je me suis senti... Au début, j'étais nerveux, j'avais honte de moi. Là, je me suis dit, je vais aller là-bas. Puis là, J'avais honte, mais en même temps, c'était ça ou la mort, tu sais. Fait que j'ai décidé de choisir ça. Mais quand je suis arrivé là, puis j'ai vu d'autres gars de différentes âges, différents styles, différents domaines. Il n'y a pas juste des gars de construction qui sont violents. Il peut y avoir des médecins, il peut y avoir des avocats, puis il y a toutes sortes de monde. Puis je me suis senti vraiment à ma place là, quand on a commencé, fait une centration, relaxé. Là, j'avais jamais fait ça, relaxer, prendre le temps de respirer, me détendre. Je prends quelques instants pour faire le vide, pour lâcher prise, décrocher de mes préoccupations de toute la journée. Au niveau clinique, ça s'avère beaucoup plus pertinent de travailler cette problématique-là en groupe qu'individuellement. Les hommes, à peu près tous, craignent de se retrouver en groupe au point de départ, mais quand ils viennent s'asseoir en groupe, ils voient qu'ils ne sont pas tout seuls au monde. Très régulièrement, des interventions des autres participants ont une portée beaucoup plus forte que ce que nous, on pourrait faire comme intervention. Quand un gars dit « Écoute, ce que tu es en train de raconter là, raconte-moi pas d'histoire. Moi, j'ai vécu la même chose que toi. J'ai connu le tabac, moi aussi, là. » Les gars ravalent un peu puis ils disent « Ouais, OK, je peux pas bullshitter les autres gars du groupe, là. » Avec ces meetings-là, j'ai commencé à apprendre à me gérer, à me contrôler. J'ai appris à décrocher, à aller prendre un moment de recul. Ils appellent ça le retrait stratégique quand tu te chicanes avec ta conjointe, ton conjoint. Fait que juste de faire ça, de dépomper après des chicanes qui étaient... C'était à toutes les semaines, les chicanes. C'était quasiment tous les jours. Il y avait de la confrontation. C'était intense. Il fallait que j'aille là. Si j'avais pas été là, j'aurais fini par la tuer, là. Un homme, concrètement, qui entreprend sa démarche pour changer ses comportements violents à KO,
peux pas espérer y arriver de manière miraculeuse d'un seul coup. Alors nous, on a prévu un outil qui s'appelle le retrait stratégique et qui se décline en 4 étapes. La première étape, c'est je m'arrête et je me retire de la situation. Quand je sens que je vais éclater, je repère des signes précurseurs et je fais le choix de m'arrêter, me retirer. Une fois que je me suis retiré, là, je me donne des conditions pour décompresser. Moi, j'ai découvert que mes pulsations de cœur vont plus vite, puis mes mouvements sont plus secs. Fait que je me dis, regarde, ça c'est quelque chose qui te touche, là, rentre en dedans, décompresse. Là, je me sens mieux disposé, assurément, pour commencer à analyser la situation que j'ai vécue, qui s'est passée, et voir qu'est-ce qui s'est passé pour moi dans cette situation-là. Je me suis senti de même à cause que quelqu'un m'a juste dit une petite affaire. Puis pourtant, sur le coup, je pensais pas que ça avait de l'impact, mais je me suis acharné avec ça pendant toute l'avant-midi. Puis il y a des clients qui se sont fait brasser un peu le matin, puis c'était pas méchant, mais je bourrassais. Puis une fois que j'ai mis le doigt dessus, je me suis dit, regarde, c'est stupide. Et la 4e étape, mais après avoir vérifié, et ça fait partie de la 4e étape, après avoir vérifié avec la personne concernée, si elle est calmée et disposée à en reparler de la situation, je reviens en parler avec elle. Alors déjà, il y a quelque chose d'important qui se produit, qui change là. C'est pas une honte de pleurer, je pense. Elle l'a appris ça. Chez Caro. Puis elle regrette la mal qu'elle avait fait en entour de moi. J'espère qu'il me pardonne. Ils me disent qu'ils me pardonnent. Mais Les autres te pardonnent, mais on dirait que pour toi, c'est plus dur de te pardonner à toi-même. oui. Oui, exactement. On les aide à reprendre contact tout doucement avec leurs émotions. Quand un homme vit une situation, il nous arrive puis il dit « J'étais en colère, j'ai crié après ma blonde hier soir », nous, on va le questionner pour connaître tous les éléments entourant cette situation-là, mais on va également lui demander, à différents moments, de différentes manières, comment t'es-tu senti dans la situation? Est-ce que tu t'es senti menacé? Qu'est-ce qui a déclenché cette menace-là ou ce sentiment de menace-là? Les gens qui agissent, en fait, n'arrivent pas à bien identifier ce qui se passe en eux. Hein, c'est d'évacuer au dehors, de blâmer, de mettre ce qui se passe en dedans sur l'autre. C'est l'autre qui m'a provoqué, c'est l'autre qui... Donc, de pouvoir se recentrer sur soi et identifier et nommer, c'est très lié à arrêter les comportements, de prendre conscience qu'on est le propre agent de son comportement. Je me suis senti tellement bien quand j'ai vu les premiers signes de rétablissement, je peux dire, quand que j'arrivais à résoudre des conflits, puis que ça se passait bien, puis que j'étais capable de prendre les outils qu'on m'avait donnés, puis les appliquer dans ma vie. Puis là, je pensais que j'étais un homme violent. Puis on dit souvent un homme violent, ça change jamais. C'est comme un violent un jour, c'est violent toujours. Puis là, j'ai vu vraiment que c'était une question d'émotion.